Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette fin d'après-midi. J'imagine que la journée a déjà été longue pour vous, donc on va essayer d'être très dynamique cet après-midi pour finalement parler de l'adoption utilisateur et voir en quoi cette adoption et pourquoi elle est une clé de succès importante dans un projet de SIHA. Ce que nous vous proposons, c'est de suivre cet agenda. Alors tout d'abord, nous allons nous présenter. Nous sommes 3 personnes à intervenir avec vous cet après-midi. Ensuite, Fabien nous parlera des clés de manière générale pour que la mise en place d'un SIHA soit un succès. Nous ferons un zoom ensuite sur comment s'assurer de l'adoption par les utilisateurs, qui est un enjeu clé central. Et nous verrons quelques exemples concrets. Et enfin, Spi Batignolles nous expliquera pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'outil Batacha et nous terminerons cette présentation par la réponse à vos différentes questions. Je passe la main du coup à Aude Maury qui est avec nous cet après-midi au nom de l'entreprise Spi Batignolles, du groupe Spi Batignolles. À vous Aude. Oui, bonjour Mélanie, bonjour. Je suis donc Maury, directeur de performance des achats du groupe Spi Batignolles. J'ai intégré le groupe il y a un peu plus de 2 ans maintenant, après avoir fait des années dans le monde de l'automobile, puis 9 ans après dans le monde du conseil en excellence opérationnelle, ce qui m'a permis d'intégrer Spi Batignolles pour travailler justement sur la performance des achats au sein de l'ensemble des filiales. Fabien. Oui, bonjour à tous. Donc Fabien Merchers, je suis en charge des opérations chez IBAT. Ça consiste à accompagner nos clients dans la mise en place des applications et le bon succès du déploiement de nos applications sur le terrain. J'ai une formation d'ingénieur doublée d'un master spécialisé en supply chain et j'ai fait ma carrière dans les achats opérationnels avant de me spécialiser dans les systèmes d'information achat. Et j'ai eu l'occasion ces dernières années, avant de rejoindre IBAT pour accompagner la croissance de l'entreprise, de me spécialiser dans les projets de transformation digitale et particulièrement dans le grand groupe du BTP précédemment. Voilà. Merci Fabien. Pour terminer du coup ce tour, Mélanie Lehoux, je suis la CEO d'IBAT. Je suis aussi issue d'une formation d'ingénieur et j'ai travaillé en tant que manager de la production pendant 4 ans pour démarrer ma vie professionnelle. Ensuite, je me suis tournée vers le métier des achats, qui est le vôtre, pendant 6 ans et ce double cursus me permet de connaître à la fois les enjeux stratégiques au niveau d'un service achat, mais aussi le lien fort qu'il y a entre un service achat et la production. Parallèlement à ce parcours, j'ai pu faire un exécutif MBA spécialisé dans les achats et dans la conception en ligne startup, ce qui m'a permis d'avoir les clés pour concevoir nos solutions tout en assurant l'adoption des utilisateurs et pour répondre à vos exigences, à vous, experts des achats, dans votre quotidien. Pour vous parler rapidement d'IBAT, nous sommes éditeurs de logiciels, nous sommes une entreprise qui est experte dans le domaine des SIHA. Une autre solution qui s'appelle IBAT Achat est un outil d'e-procurement qui est innovant parce qu'il est à la fois dédié aux experts achats, mais aussi aux équipes opérationnelles qui travaillent dans l'outil au quotidien et sans ces personnes-là, il est impossible de déployer comme il se doit un SIHA. Nos fondamentaux, c'est une simplicité d'usage et c'est un outil collaboratif. Qu'est-ce que fait cet outil? Il permet d'aller d'un bout de la chaîne à la fin de la chaîne pour la partie achat, à commencer par le chargement des contrats cadres et des catalogues, qui se fait dans l'outil en 2-3 minutes, voire pour gérer des catalogues qui font même des dizaines de milliers d'articles. Donc, c'est un outil très performant en chargement des catalogues. Sur l'outil, il y a également la recherche d'articles par les opérationnels pour pouvoir venir ajouter l'article au panier. Bien sûr, la validation du panier qui va se transformer en commande, une commande par fournisseur, sachant que dans le panier, on peut mettre plusieurs articles de différents fournisseurs, bien sûr. Derrière cette étape, il va y avoir un envoi automatique de la commande à l'ensemble des fournisseurs et bien sûr un workflow de validation selon les seuils de commande en fonction des utilisateurs.
Sur la commande, il y a un échange collaboratif qui est possible entre l'entreprise et le fournisseur. C'est une donnée clé qui permet la bonne relation entre l'entreprise et ses partenaires que sont les fournisseurs. Une fois que la livraison a lieu, on va venir réceptionner les articles sur IBAT Achat. Il existe même la réception automatisée dans l'outil dans le cas où votre activité s'y prête. Il y a également des tableaux de suivi des commandes et des états avec des dashboards de pilotage de l'activité. On aime bien chez IBAT les graphes, les camemberts qui sont très visuels et qui permettent en quelques regards de voir où on en est dans l'activité. Également, un suivi des dépenses par rapport au budget qui permet de savoir par projet si on gagne ou si on perd de l'argent, qui est un indicateur clé dans le bon fonctionnement d'un service achat. Pour aller au bout de la chaîne, notre outil permet de vérifier les factures également avec un workflow de validation des factures très utilisé et qui permet du coup de faciliter et d'accélérer cette partie validation des factures. Et enfin, dans cette solution IBAT, il y a également un outil d'e-sourcing et d'appel d'offres digital qui permet de manière très efficace d'avancer sur les appels d'offres avec un tableur de consultation qui va être aussi souple, intuitif qu'un fichier Excel, mais qui va permettre de sécuriser l'information et d'avoir un outil collaboratif avec l'ensemble des parties prenantes. Cette solution, elle est intégrée dans l'environnement SI de nos clients. Ça veut dire qu'elle va s'interfacer avec potentiellement un SI achat qui va être traditionnellement utilisé par l'entreprise et IBAT va venir faire l'interface homme-machine complémentaire à ce SI achat. Potentiellement aussi avec un ERP qui est en place dans le groupe pour les grosses entreprises, des outils de démat facture bien sûr et de plus en plus vu les nouvelles réglementations qui arrivent, les logiciels de comptabilité pour les clients qui n'ont pas un ERP mais qui gèrent leur comptabilité dans un outil et aussi avec les SI des fournisseurs sous différents modes, par exemple le punch-out qui se fait également sur notre solution. Je laisse la parole à Fabien qui va nous parler des clés de réussite dans la mise en place d'un SI achat de manière générale. Merci Mélanie. Alors, tout d'abord pour introduire, finalement le déploiement d'un SI achat, ça peut souvent être vu au démarrage comme une montagne à gravir. Donc on sait où on veut aller, on voit le sommet, mais il est loin et déployer un SI achat, ça va être de temps en temps, soit dans les entreprises qui l'ont déjà mis en place, soit dans les entreprises qui viennent l'introduire, ça peut être un chemin semé d'embûches où il va falloir investir du temps, des ressources humaines, des ressources financières. Et finalement, moi, j'ai pu l'expérimenter dans mes expériences passées. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas vraiment comment on va y arriver tout de suite. Et l'enjeu, ça va être in fine, de s'assurer qu'on arrive à emmener tous les utilisateurs au sommet de la montagne et que l'ensemble des utilisateurs s'approprient la solution qu'on souhaite mettre en œuvre pour atteindre deux objectifs principaux que vont être finalement un nouveau niveau de performance pour l'entreprise, généralement, mais également, étant donné les enjeux qu'il y a et l'investissement que l'on met sur le projet aussi, de pouvoir matérialiser à la fin un retour sur investissement qui soit le plus pertinent possible et qui soit attendu au démarrage. Voilà. Du coup, en fait, finalement, déployer un SI achat, c'est un savant mélange entre différentes composantes et en tout cas, le meilleur des outils que l'on va pouvoir imaginer, finalement, ne servira à rien s'il n'est pas adopté par les utilisateurs en interne. Et il ne permettra jamais d'obtenir un niveau de performance escompté si on n'arrive pas à faire en sorte que les utilisateurs deviennent des ambassadeurs de cette solution. Et pour ça, finalement, ma conviction, c'est que ça commence déjà par savoir communiquer et bien faire en sorte que les objectifs du projet soient partagés par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les instances managériales ou bien les utilisateurs finaux, qu'ils entendent parler du projet, qu'ils voient quel est le sommet, quel est l'objectif. Ensuite, derrière, l'intérêt, ça va être souvent de matérialiser des gains de temps pour les utilisateurs et d'arriver à bien les expliquer, à bien les matérialiser. Et du coup,
comment fait-on? Ça va impliquer des changements. Et donc, étudier ces changements en termes de process, mais aussi en termes d'organisation au quotidien, un bon outil, ça peut être de se poser les questions de, finalement, demain, qui fera quoi, dans quel outil, et de répondre à l'ensemble de ces questions pour arriver à segmenter les populations qui vont utiliser ces SI. Et enfin, finalement, ces changements, ils vont venir s'intégrer dans un ERP, dans un système global de l'entreprise qui est peut-être déjà existant, qui est sûrement déjà existant. Il va venir remplacer des systèmes actuels. Et ça va être intéressant de se dire, dès le démarrage, quels vont être les prérequis techniques pour que ça s'intègre bien au SI de l'entreprise. Voilà. Et finalement, en amont de la sélection des outils, quand on se pose toutes ces questions-là, ça veut dire qu'on intègre les process métiers, qu'on intègre les collaborateurs du métier sur le terrain pour s'assurer finalement qu'on prenne bien en compte l'ensemble des besoins, quitte à ce qu'il y ait un changement, autant que ça apporte des choses aux personnes de terrain, et en particulier ceux qui représentent la majorité des utilisateurs, finalement, les utilisateurs de terrain, en particulier dans un sujet de SI achat, c'est les utilisateurs qui vont passer des commandes au quotidien. Voilà. Et donc, finalement, une fois qu'on a un cahier des charges métier qui est clair, des process qui sont segmentés par population, on va s'attacher à une formation qui soit aussi en corrélation avec l'impression qu'on veut donner sur les outils, à savoir de la simplicité et aussi les justes messages travaillés en fonction des populations pour qu'à la sortie, finalement, cette simplicité dans les usages que chaque utilisateur va retrouver, lui permettre de l'adopter au mieux en fonction de ses usages. Et c'est pour ça que notre vision des choses, c'est vraiment que l'adoption utilisateur doit être au cœur de ces projets de transformation. Et c'est l'enjeu majeur des nouveaux systèmes d'information achat. Je ne sais pas si Aude, vous pouvez confirmer cette conviction que nous partageons. Oui, bien sûr, parce que nous, acteurs du secteur du bâtiment, du terrassement, nous avons à faire face en fait à nombreuses entités qui commandent des chantiers, des projets. Et effectivement, on a un nombre d'experts acheteurs qui, eux, sont initiés en fait à ces outils digitaux pour passer les commandes. Mais on s'appuie beaucoup sur les opérationnels et c'est pour ça que là, je pense que bien s'approprier un outil pour ce monde-là, ces personnes-là, il faut qu'il soit simple et il faut qu'il soit effectivement facile d'utilisation et qu'on puisse identifier rapidement quel est l'objectif en fait commun entre la hiérarchie ou l'entreprise qui veut lancer un nouvel outil et l'utilisateur qui, lui, va être au quotidien à travailler dessus. Et effectivement, nous, par exemple, le partage de l'objectif au-delà de la simplicité de l'outil était aussi un des fondamentaux, à savoir de mettre en avant effectivement l'intérêt pour le groupe d'aller chercher de la performance en mettant en place des nouveaux outils, mais également pour l'opérationnel de lui faire gagner du temps et notamment en lui permettant de se concentrer sur son cœur de métier ou son travail à lui et non pas passer du temps à commander des articles pour avancer dans son travail au quotidien. Ok, merci Aude. Et justement, pour aller un peu plus loin, on va voir avec Mélanie, du coup, maintenant, comment s'assurer de cette adoption utilisateur dans un projet ou même dans la construction d'un outil. Merci Fabien. Vous reconnaissez sur l'écran la courbe de résistance au changement parce qu'on est tous pareils. Quand il y a un changement, quand il y a un nouvel outil, un SI achat par exemple, eh bien, on va tous suivre cette courbe du changement qui passe par du refus, de la résistance, de la décompression et enfin on se résigne et on va intégrer le projet. L'enjeu d'un tel projet, c'est de faire en sorte que cette courbe soit la plus rapide possible pour qu'on puisse directement aller vers de l'adoption utilisateur. Comment se passe cette adoption utilisateur? Elle ne s'invente pas. Il y a différents ingrédients. Le premier,
ça va être l'utilisabilité. Il faut que l'outil soit facilement utilisable dans les conditions d'utilisation, par exemple, sans connexion Internet quand on est dans un endroit où il y a une connexion limitée. Le design doit être sympa, il faut que l'outil donne envie, qu'il soit sexy pour que les utilisateurs aient envie de travailler et de l'utiliser. L'accessibilité, il faut que ce soit simple d'accès pour que l'outil soit bien adopté, mais aussi qu'il y ait eu du marketing autour du projet pour que le projet soit bien accueilli, qu'il y ait une image de marque autour pour faire en sorte que les utilisateurs aient envie d'adopter le projet. Un système de performance, ça, c'est un point de no-go. Hein. L'outil doit être vraiment efficace. Si pour passer une commande, on met 30 minutes, c'est impossible. L'outil n'est pas performant. L'ergonomie aussi, il faut que l'utilisateur qui va sur les écrans suive un schéma ergonomique. Il faut que ce soit travaillé par des designers, des UX designers bien sûr, pour que le bouton soit positionné au bon endroit. Ça me fait le lien vers l'interaction homme-machine, hein, qui est un élément assez proche de l'ergonomie. Si cette interaction est facilitée parce que l'outil est créé dans ce sens-là, ben, automatiquement, il va y avoir une meilleure adoption. L'utilité, si l'outil ne sert à rien, s'il n'y a pas besoin de passer des commandes, un SI achat ne sert à rien. Mais il me semble que ce n'est pas votre cas. Et enfin, le facteur humain, l'équipe qui porte le projet, les ambassadeurs du projet en interne sont importants. Et tous ces ingrédients-là vont permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Malgré tout, elle ne se décrète pas, cette expérience utilisateur, elle se crée, il existe une technique qui permet d'améliorer, d'enrichir cette expérience utilisateur. Je vous propose qu'on en parle un petit peu. Ça s'appelle le Lean Design Startup. C'est une technique qui s'est inspirée de 3 techniques qui sont bien connues, qui existent. On va commencer par la première, qui est celle d'Eric Rice, qui s'appelle le Lean Startup, qui est une technique qui permet de partir d'une idée, de construire un MVP, un Minimum Viable Product, qui est une sorte de prototype. À partir de ce produit, de faire des tests pour mesurer finalement l'adoption ou le rejet par les utilisateurs, d'en tirer de l'information pour apprendre et faire évoluer l'idée. C'est un système de loop très rapide, hein, qui part d'une idée, qui est concret, intuitif. C'est très dynamique, ça va très vite. Par contre, le pendant de ça, c'est que ça manque un petit peu de rigueur au niveau des hypothèses, du management de l'information. Donc voilà une source d'inspiration assez forte. Une deuxième source d'inspiration, c'est Kowalski avec le design thinking qui, lui, ne part pas d'une idée, mais part d'un challenge, avec la première étape, hein, qui est le empathize, où on va finalement se mettre aux côtés de la personne qui a un challenge pour l'écouter, pour vraiment créer du lien, pour finalement arriver à la deuxième brique, qui est la définition de son besoin, vraiment comprendre son insight et son point de vue. À partir de cette étape-là, on va pouvoir évoluer vers une étape d'idéation, où on va finalement travailler sur faire émerger l'idée d'innovation, et grâce à cette idée, on va construire un prototype. Ce prototype va pouvoir être testé avec une étape assez rigoureuse. C'est un process qui est très utilisé dans la recherche fondamentale. C'est client-centrique, c'est très rigoureux, très analytique. Ça prend du temps, mais ça permet d'arriver sur un résultat très propre et vraiment bien posé. Une troisième source d'inspiration, c'est les 8 étapes du changement de Kotter, qui sont bien connues, qui démarrent par une étape importante, qui est la création du sens de l'urgence pour mobiliser les gens, et qui va finalement jusqu'à construire le changement et mettre en place le changement, avec une étape intéressante à l'intérieur qui est la coalition guide, hein, qui va permettre de créer un groupe de personnes qui va venir porter l'innovation et arbitrer aussi les choix qui seront faits pendant tout le process d'innovation. Inspiré de ces 3 sources, lorsque je faisais mon MBA sur l'innovation et sur le Lean Startup, j'ai travaillé à essayer de mettre en place un process d'innovation qui soit dynamique, simple, et qui permette de mettre en place des innovations, en particulier dans notre domaine d'expertise, hein, qui est l'édition de SI achat. Voici le résultat.
C'est un process qui est très dynamique, qui démarre par l'idée, vous voyez, qui ressemble beaucoup au Lean Startup. Il démarre par une idée. À partir de l'idée, on va construire un MVP. Ça peut être un produit en fait qui va être construit de manière matérielle, mais ça peut être également une maquette, ça peut être un écran PowerPoint, etc. Autour de cette création du MVP, on va influer un sens de l'urgence qui va permettre aux gens de prendre conscience de ce qui se passe. Typiquement, pour notre sujet d'aujourd'hui qui est le SIHA, pour mettre en place un SIHA dans une entreprise, ce qui est intéressant, c'est d'appuyer sur les pertes aujourd'hui qui sont engendrées par la société du fait d'une couverture contractuelle faible, par exemple. Donc voilà comment on peut influer un sens de l'urgence. Troisième étape, poser des hypothèses qu'on va vouloir tester en montrant ce MVP à différents utilisateurs de manière assez rigoureuse pour savoir finalement ce qu'on va vouloir apprendre de la phase de test. On arrive à la phase de test où là, on va rencontrer de potentiels utilisateurs pour leur montrer le MVP et leur demander ce qu'ils en pensent et du coup vérifier nos hypothèses. Pendant cette étape-là, c'est important d'être dans une zone de confort pour la personne qui va tester pour que, de manière très transparente, voire même un peu cash, elle puisse vous donner le réel feedback sur votre évolution et même, et là c'est la cerise sur le gâteau, vous donner des idées auxquelles vous n'avez pas pensé qui vont venir fortement enrichir votre outil. Une fois que vous avez terminé cette étape de test, vous avez récupéré de l'information, de la data, qu'il va falloir bien analyser, bien poser en face des hypothèses pour arriver à l'étape suivante qui est la partie learn. Cette étape-là est très importante. Elle va permettre, à partir des données récupérées, d'apprendre, de savoir si finalement l'hypothèse qu'on avait prise au départ est bonne ou pas. Grâce à la coalition guide, on va pouvoir enrichir l'analyse de ces datas et prendre finalement des décisions, de se dire là on va faire évoluer l'idée parce que on sent qu'on n'avait pas bien compris le besoin du client initialement ou il y a une excellente idée du client qu'on va venir intégrer dans la solution. Donc voilà cette démarche qui est le Lean Design Startup, qui est une démarche très dynamique, qui est à l'origine de la création du logiciel Ibat-Achat. Nous avons fait une vingtaine de loops initialement pour créer notre solution sur cette base-là. Et encore aujourd'hui, au quotidien, lorsque nous développons de nouvelles fonctionnalités, nous suivons ce processus qui nous permet systématiquement de nous garantir de l'adoption de nos utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment user-centric, cette démarche, et elle va permettre de répondre aux différentes psychologies de nos clients. On est tous différents, chacun a un parcours différent, des sensibilités différentes, ce qui fait que on prend pas tous les mêmes chemins pour arriver au même endroit. Et c'est important qu'un logiciel permette de correspondre à ces différentes psychologies clients. Autre point qui est essentiel, c'est de retenir la substantifique moelle du besoin du client. Parce que quand on a des besoins, on va les exprimer de manière large sans forcément les prioriser. Notre rôle en tant qu'éditeur, c'est de s'assurer que notre solution réponde vraiment de manière prioritaire à vos besoins majeurs. Donc, bien comprendre ces besoins est essentiel dans le fait de concevoir une solution qui soit derrière adoptée par nos clients. Parce que finalement, ce qu'attend un client, concernant notre sujet du SIHA, c'est tout d'abord un outil qui est viral, qui se déploie en interne facilement et finalement que les premiers utilisateurs de la solution deviennent des ambassadeurs vis-à-vis de leurs collègues. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Un ingrédient pour y arriver, c'est de rendre les utilisateurs adeptes en mettant dans l'outil des petits tips, des petites choses qui font qu'ils ne peuvent plus se passer de l'outil. L'outil devient vraiment une aide au quotidien, devient quelque chose qui leur fait gagner du temps ou leur rend leur travail plus confortable. Donc voilà, tout un tas de tips qui va rendre ces utilisateurs adeptes. Le côté intuitif de l'outil, c'est indéniable aujourd'hui. Nos utilisateurs sur Ibat-Achat sont habitués à réserver un hôtel sur Booking ou sur Airbnb, ce qui fait que les écrans doivent être intuitifs pour être déployés.
Bien sûr, il faut du pilotage de l'activité dans l'outil, les dashboards qui vont bien, ça c'est évident. Un point supplémentaire qui émerge ces dernières années est la mobilité. Dans certains cas, pour certaines fonctions, il est nécessaire de pouvoir embarquer son SIHA sur un smartphone. Quand on est sur un site de production qui n'est pas forcément, qui ne permet pas d'être derrière un ordinateur, et aussi des fois, la couverture Internet n'est pas la bonne. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir un outil qui fonctionne sans connexion Internet. Sans données à l'intérieur, un SIHA ne vaut rien. S'il n'y a pas les catalogues de vos fournisseurs, l'outil n'est pas utile. Il faut donc pour cela que l'administration soit simple. Et un outil qui est simple à administrer et un outil qui est bien administré. Donc ça, c'est un prérequis important parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que vos clients internes, vos utilisateurs du SIHA trouvent leurs produits le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, c'est vraiment vers cette orientation-là que tous nos efforts sont tournés. Enfin, un point qui, dans le contexte actuel où la digitalisation de nos métiers est très rapide, l'agilité à la fois de la solution, mais aussi de l'équipe de l'éditeur informatique est un point central pour répondre aux attentes des clients. Voilà le tableau que finalement nous on retient en tant qu'éditeur de nos clients. Aude Maury, peut-être que vous pouvez nous souligner les points qui sont importants pour le groupe SPI Batignolles. Oui, alors les points ils sont tous importants, mais c'est vrai que de par notre activité et les utilisateurs, à savoir évidemment nous avons une communauté d'experts acheteurs, mais qui ont un peu plus de temps et qui sont plus à l'aise avec ces outils-là. Donc, notre population cible étant les opérationnels, le côté utilisateur adepte avec des petits tips ou des façons simples de se balader dans l'outil permet justement de faire en sorte que l'opérationnel se l'approprie et aussi puisse en discuter de façon simple et envie aussi de le partager avec ses autres collègues, collaborateurs ou compagnons sur le chantier ou dans ses projets. L'intuitivité aussi est un sujet très important puisque justement, comme je le disais tout à l'heure, le gain de temps est un des facteurs importants dans notre métier et le fait que l'outil soit intuitif permet justement de recentrer l'opérationnel sur son vrai métier. Et puis, évidemment, la mobilité. Je trouve qu'à l'heure de l'expansion du digital et puis de la transformation de l'ensemble des entreprises, mais également le quotidien de chacun d'entre nous qui est versé dans la mobilité et l'ergonomie des sites, c'est un sujet aussi primordial pour que justement, je pense que les utilisateurs s'approprient à 100% ce genre d'outils SIHA. Merci Aude pour ce retour. Il me semble important de vous partager quelques exemples concrets de ce que cette méthode, certes théorique, nous a apporté dans notre conception de notre outil qui a démarré en 2016. Voici un premier écran. C'était l'écran du MVP, donc du premier prototype qui permettait de rechercher son article. Donc, vous voyez le type de produit, les dimensions, les quantités, l'unité de valeur et la date de livraison qui étaient des informations renseignées manuellement dans l'outil. Je suis allée avec cet écran rencontrer une centaine d'utilisateurs futurs potentiels et sortie de ces rendez-vous, j'ai récupéré énormément de feedback me disant que c'était pas terrible, voire c'était même nul, comme démarche de venir finalement demander à des gens qui sont dans l'opérationnel de venir écrire un besoin sur des écrans pas très ergonomiques. À partir de ces retours, nous avons travaillé longuement dans la conception de l'outil et aujourd'hui, nous arrivons à un outil qui permet de combiner 8 façons différentes de trouver son article et chaque façon va répondre à une psychologie particulière d'un utilisateur, à un profil différent, à un besoin qui est différent. Ces 8 façons sont disponibles sur un seul et même écran. Je vais vous les partager pour que vous puissiez voir finalement
où nous sommes arrivés grâce à cette méthodologie. La première, c'est une technique qui est bien connue, qui est la recherche à travers du moteur de recherche que vous avez ici, où on va par exemple rechercher un masque, c'est d'actualité, et on va trouver les différents produits dont on a besoin, avec bien sûr des filtres sur la gauche de l'écran, comme tout outil de recherche d'articles. Deuxième démarche, ça va être la démarche par historique. Nous avons des clients qui achètent la même chose de manière récurrente, qui veulent du coup transformer une ancienne commande en panier, donc ce qui est permis par les historiques. Troisième démarche, les favoris. Quand un utilisateur va commander des produits favoris de manière récurrente, il va pouvoir les ticker avec une petite étoile et du coup transformer ce produit-là en produit favori. Quatrième technique de recherche par le besoin technique ou la catégorie d'achat. Vous recherchez un produit en particulier. Au lieu de passer finalement par le catalogue fournisseur, vous passez directement par votre besoin. Un exemple, vous recherchez un masque à poussière jetable que vous avez ici et vous allez trouver du coup votre besoin technique avec valve ou sans valve. Et une fois que vous avez choisi cet article, vous allez pouvoir choisir votre fournisseur parmi ceux qui sont disponibles. Ça, c'est possible sur Ibat Achat parce qu'il existe à l'intérieur de l'outil une structuration du besoin, une catégorisation des besoins faite maison par une équipe experte dans le domaine. Nous sommes plusieurs anciens responsables achats qui faisons partie de l'équipe Ibat qui permet d'atteindre ce niveau de service. La cinquième technique qui existe, c'est le e-catalogue, ce qui est utilisé de manière assez standard dans beaucoup d'e-procurement, où on va charger des catalogues fournisseurs et on va les rendre disponibles sur cet écran. Le gros avantage dans Ibat, c'est qu'un catalogue se charge à peine en 2 minutes. Donc, on peut mettre une multitude d'e-catalogues pour que le client retrouve, l'utilisateur retrouve facilement ses produits. Sixième technique. Vous voyez, toujours présente sur le même écran. Il y a énormément de choses sur cet écran, alors que quand on le regarde, il paraît très simple. Cette sixième étape, c'est la recherche par site e-commerce du fournisseur, ce qu'on appelle dans notre jargon d'acheteur le punch-out, qui va permettre d'aller retrouver son article sur le site commercial du fournisseur et de le rapatrier ensuite dans le panier Ibat pour pouvoir passer sa commande. Septième méthode pour ajouter son article au panier, la saisie libre. Des fois, on a besoin d'acheter un produit qui n'est pas en catalogue, qui n'est pas standard, ce qu'on appelle aussi notre mouton à 5 pattes, qu'on va du coup saisir dans ce bon de commande classique en fait à compléter. La huitième méthode de recherche, qui a été d'ailleurs vraiment apporté à l'outil fortement grâce à cette méthode de Lean Startup, parce que plusieurs de nos clients en fait nous ont dessiné ces écrans, nous ont apporté de manière très concrète leurs besoins à ce niveau-là, c'est de trouver son fournisseur et son article autour du lieu de production. Vous avez un lieu de production en particulier, vous voulez trouver rapidement le fournisseur qui dispose d'un article que vous allez pouvoir récupérer au comptoir dans 10 minutes. Et voilà, vous le retrouvez grâce à cet outil très puissant qui permet de retrouver facilement sa surchaussure ou son masque autour de votre lieu de production. Voilà donc comment, grâce à la méthode Lean Design Startup, nous sommes partis d'un écran très basique pour arriver à une méthode de recherche très sophistiquée qui finalement répond à l'ensemble des cas de figure rencontrés par nos clients lorsqu'ils recherchent un article, tout en restant sur des écrans très simples, intuitifs, accessibles à n'importe quelle personne qui a envie de passer une commande. Rapidement, je vous montre également l'évolution qui a eu lieu sur notre panier. Voici la première maquette de notre panier en 2016 et voici l'écran d'aujourd'hui qui est très proche de ce que vous pouvez trouver sur les sites e-commerce. Il a l'avantage, ce panier, de pouvoir regrouper des articles de différents fournisseurs et ensuite c'est l'outil qui va créer une commande par fournisseur.
On a tout un tas de petites choses à l'intérieur de l'outil qui permettent d'éviter d'aller créer des commandes particulières avec des adresses de livraison alors qu'on a le lieu de production qui est déjà clairement identifié dans l'outil. Et puis, vous voyez un affichage aussi propre, vraiment aussi proche des sites e-commerce que vous utilisez dans votre vie privée avec des paniers résumés qui s'affichent en haut de l'écran. Je ne vous en montre pas plus, c'est pas l'objet de cette présentation. Le but était vraiment d'illustrer comment l'adoption utilisateur est au cœur des méthodes d'IBAT. Vous, en tant que client, vous êtes au cœur de notre préoccupation et notre ambition, c'est de poursuivre le développement de notre solution en étant toujours agile pour répondre à vos enjeux de demain, à vos enjeux d'après-demain. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce que IBAT a répondu aux enjeux de SPI Batignolles actuellement et surtout pourquoi SPI Batignolles a choisi IBAT Achat. Je vous passe la main, Fabien et Aude. Merci Mélanie. Alors oui, effectivement, je vais me permettre, Aude, de vous interroger sur quelques questions parce que effectivement, SPI Batignolles est reconnu pour avoir mis en place une direction achat depuis de nombreuses années et disposait déjà d'un SI achat. Et ma première question, du coup, c'est de me dire, si on revient à la genèse, pourquoi vous avez décidé finalement de déployer ou de redéployer un SI achat il y a maintenant quelques mois, un tout petit peu plus d'1 an, quand on s'est rencontrés? Effectivement, SPI Batignolles passait des commandes avant votre arrivée, je confirme, de façon informatisée. Aujourd'hui, nous avons un ERP qui arrive un peu en fin de vie. Quand j'ai pris mon poste, ça faisait partie de mes objectifs de redynamiser la direction des achats justement en ajoutant de la performance. Donc, je me suis penchée un peu évidemment sur ce SI achat qui concerne beaucoup de monde au sein du groupe et l'ensemble des filiales. Donc ça a été l'occasion pour moi de voir, de m'intéresser un peu plus aux outils existants sur le marché, puisqu'il y en a de nombreux, adaptés à tout type d'activité et de société. Mon deuxième objectif au-delà d'essayer de répondre à un outil qui devenait obsolète, c'était aussi d'intégrer donc de la performance par une utilisation accrue de nos contrats cadres. Et je pense qu'un outil SI achat bien fait contribue fortement justement à l'adhésion et à l'amélioration du taux de couverture de ces contrats cadres, justement en permettant de les mettre à disposition simplement des utilisateurs et par habitude ou sans se poser de questions, petit à petit, ils se les approprient beaucoup plus. Et puis, l'intérêt aussi de partir sur un SI achat, c'était un nouvel SI achat, c'était aussi de s'adapter à l'évolution du marché et puis également d'intégrer du coup à la transformation digitale du monde, de notre groupe en particulier, SPI Batignolles, un outil qui soit plus ergonomique, plus moderne, plus flexible et qui soit vraiment en lien avec ce qu'on voit et ce qu'on vit au quotidien au travers de nos smartphones et puis au travers des outils achats tels qu'on les voit sur le marché aujourd'hui. Et alors pourquoi IBAT Je vois votre deuxième question. Vous voulez la poser, vous. Oui. Non, parce que c'est vrai que dans cet environnement justement des SI achats, vous l'avez dit, finalement, il y a une offre qui est large et vous aviez des enjeux particuliers pour vous réinscrire finalement dans la modernité. Et alors du coup, vous pouvez peut-être nous partager aussi pourquoi en particulier IBAT, en particulier IBAT par rapport à vos problématiques et vos objectifs. Alors effectivement, quand j'ai pu rencontrer IBAT, après avoir déjà rencontré d'autres acteurs du marché, l'outil m'a semblé hyper adapté. Pourquoi? Parce que comme je le disais, en fait, moi j'ai une population, une communauté d'acheteurs, mais aussi une grande population d'opérationnels qui achètent, dont c'est pas le métier et qui le temps d'achat doit pas être un frein dans leur travail au quotidien. Donc l'idée c'était d'avoir un outil ergonomique, un peu sexy, qui permet de faire des commandes rapidement
qui leur permettent aussi d'avoir ce sentiment de pouvoir malgré tout faire des choix ou être un petit peu maître de leurs achats, puisqu'il y a une partie un peu comparateur au sein de l'outil, ce qui est assez intéressant aussi pour justement rajouter un peu plus d'ergonomie et puis de comment dire, de côté un peu intéressant ou un peu sexy à l'outil qui s'apparente un peu plus justement aux plateformes qui existent aujourd'hui sur les sites marchands. Qu'est-ce que j'avais trouvé, enfin, qu'est-ce qui est d'intéressant aussi dans eBat, c'est sa mobilité, puisque dans un monde qui va vite, c'est important aussi de pouvoir passer des commandes en temps masqué, si on le souhaite. On a tous dans la journée des moments où on a des temps morts. Et là, le fait que la commande, le process de commande soit simple, il peut être fait justement via une tablette ou un smartphone, ce qui favorise beaucoup aussi le tracé, le pilotage des commandes, puisque ça lutte entre guillemets aussi, et là je m'adresserai forcément à tous les acheteurs qui peuvent nous écouter, pour éviter les régularisations de commandes et avoir un meilleur pilotage et une meilleure maîtrise en fait des achats dans le groupe. Ouais, donc autant faire sa commande sur le moment quand on se déplace chez le négoce du coin, plutôt que d'attendre une semaine pour faire sa régularisation quand la facture arrive. Exactement. Voilà, ouais. Et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que ça fait maintenant presque un an qu'on discute ensemble. Qu'on a commencé cette phase de déploiement. Et du coup, est-ce que vous seriez d'accord de revenir sur les différentes phases de ce déploiement, sur la manière dont on l'a imaginé justement pour finalement maximiser l'atteinte de ces objectifs in fine? Oui, alors le déploiement, lui, aujourd'hui, il se passe très bien. C'est une belle réussite. On l'a initié par des POC avec 2 filiales particulièrement, avec qui on a travaillé à la fois sur la mise au point de certaines applications ou prestations de l'outil. Donc le SIachat doit être flexible et ça c'est un vrai atout que peut présenter eBat. Les POC ont été une vraie réussite et tout à l'heure on parlait justement d'un outil viral. Le POC lui-même a été difficile même à contenir puisque chacun des utilisateurs, collaborateurs et opérationnels a parlé très vite de cet outil qui remplaçait notre vieille RP outil achat. Et effectivement, c'est un peu le jour et la nuit. Donc, avant même d'avoir validé complètement le POC, l'outil était déjà presque parti au sein du groupe et tout le monde communiquait dessus. Donc aujourd'hui, on le déploie officiellement. Les attentes sont là, enfin sont au rendez-vous. Après, les filiales qui n'ont pas encore eBat aujourd'hui me sollicitent pour connaître la date à laquelle ils verront l'outil apparaître chez eux. Donc le déploiement est une vraie réussite aussi, mais c'est parce que je pense que très en amont, on avait bien identifié le besoin à la fois des opérationnels et de ma direction pour pouvoir converger justement vers ces objectifs communs qui sont pour moi un meilleur pilotage et une croissance de la performance par l'utilisation de contrats cadres, enfin, et donc un meilleur suivi des KPI achats, et puis pour l'opérationnel de gagner du temps, et puis d'avoir une simplification de son travail sur une fonction qui n'est pas vraiment la sienne, même si de toute façon il aime bien la garder un petit peu. Ouais, donc on a eu une phase de proof of concept et finalement on a eu aussi l'occasion, même pendant cette période, de réfléchir ensemble sur des améliorations et des petites choses qui permettraient d'encore mieux déployer la solution et d'atteindre les objectifs sur le terrain. Et du coup, finalement, entre la phase amont très commerciale et cette phase de POC et le déploiement, finalement, est-ce que l'adoption utilisateur est au rendez-vous? Vous en avez parlé, il y a de la viralité, mais voilà, est-ce que c'est vraiment un objectif, enfin, est-ce que c'est vraiment un but atteint aujourd'hui avec les premiers déploiements? Comment est-ce que vous pourriez le matérialiser? Alors, oui, l'adoption est alors, atteinte, je ne sais pas. En tout cas, au sein des filiales où eBat est présent, ça fonctionne bien. Il y a même des filiales qui elles-mêmes utilisaient
peu l'outil achat aujourd'hui, du coup, sont très satisfaites de voir la rapidité, la simplicité à laquelle on leur a imposé un SI achat, puisqu'effectivement, elles n'étaient pas forcément très ouvertes à changer leurs habitudes et puis leur façon de faire. Et l'utilisateur, l'opérationnel, je le suis de près parce que j'ai pas envie justement qu'on passe à côté d'une conduite du changement. Et donc l'utilisateur lui-même est satisfait et on remonte régulièrement en fait ces insatisfactions quand il y en a. Mais ça, c'est plus parfois des petits bugs ou des sujets sur lesquels on n'a pas encore vraiment réfléchi et qui peuvent être améliorés justement au fur et à mesure de cette expérience utilisateur. Mais dans l'absolu, l'outil est vraiment bien adopté et pour moi, j'aspire et j'espère en tout cas que ça nous aidera fortement à l'amélioration de notre performance par une meilleure application des KPI qu'on a mis en place dans les achats. En tout cas, on y veillera ensemble. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Aude, pour ce témoignage et cette collaboration. Merci à vous. Et du coup, je repasse la parole à Mélanie ou voir si nous avons des questions. Effectivement, on va passer la parole aux personnes qui sont avec nous, qui ont des questions, donc pour que nous puissions y répondre. Donc, allez-y sur le chat. Je vous laisse nous envoyer vos questions. Oui, bonjour à tous. Une première question. Alors, un SI achat doit dialoguer avec le SI financier. Comment les interfaçages sont-ils gérés au stade de commande, puis au stade de facturation? Donc, petite précision, c'est une question d'une personne qui est acheteur public. Je vous laisse répondre. Ok, merci. Du coup, je prends la question, vu l'aspect technique de la question. Notre logiciel s'interface systématiquement avec les systèmes d'information de nos clients, qui soient dans un environnement public ou privé. Le schéma reste techniquement le même. Donc, on va s'interfacer avec différentes techniques. Celle qui est la plus aisée, finalement, est de créer une zone FTP entre les solutions sécurisées qui va permettre d'échanger les fichiers selon le format qu'on aura convenu. Ça peut être un format XML, par exemple. Ça peut être du CSV aussi. On n'a aucune contrainte à ce niveau-là. Et on va pouvoir faire de l'échange, soit ponctuellement à des fréquences données, soit en temps réel. Donc, dans cette démarche d'interface ou d'intégration technique, il y a différentes étapes. La première, elle va être de concevoir l'interface pour faire en sorte que la donnée qui part de votre outil arrive au bon endroit dans le nôtre et vice-versa. Donc, ce mapping de données est le premier point important et la conception fonctionnelle de l'interface. Ensuite, on va rentrer dans la phase de développement, puis dans la phase de recette pour tester effectivement ce bon mapping des données. Nous sommes rompus à l'exercice, on le fait quasiment quotidiennement. C'est un projet qui est d'ailleurs bien avancé avec SPI Batignolles, qui a été réalisé avec l'ensemble de nos clients, avec qui on s'interface, comme je vous l'ai montré en début de présentation, donc à la fois avec le RP, avec l'outil de comptabilité si c'est le cas, avec un SI achat existant. C'est le cas d'ailleurs pour le groupe SPI Batignolles, qui avait un SI achat par le passé. On s'est greffé sur ce SI achat. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. S'il y a un point plus technique, n'hésitez pas. En tout cas, généralement, on interface effectivement le référentiel des fournisseurs, on envoie les commandes, on envoie aussi les réceptions et on sait aussi récupérer l'ensemble des factures si elles sont scannées dans un autre outil pour pouvoir les rapprocher avec les commandes et les réceptions qui ont été réalisées dans IBAT. C'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les indicateurs d'une bonne adoption par les utilisateurs?
Quels sont les indicateurs qu'il faut suivre peut-être en priorité? Peut-être que je peux donner un début de réponse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et peut-être que Aude, vous pourrez peut-être compléter si vous le souhaitez. En tout cas, généralement, on constate sur l'adoption utilisateur, on constate un point intéressant, c'est que, comme on l'a précisé, l'outil est adopté s'il est utilisé. Et un indicateur qui est intéressant, c'est de regarder le taux de réception qui est basé sur des commandes qui ont été faites dans le même outil. Il a pu arriver, moi j'ai pu constater dans le passé qu'en fait on déployait un super outil, tout le monde passait des commandes dedans, sauf que les gens oubliaient de réceptionner sur la base des commandes qui avaient été passées dans ce nouvel outil. Parce qu'avant, ils avaient l'habitude que de déclarer des réceptions, que de déclarer des dépenses. On leur demandait de passer une commande pour faciliter les réceptions par la suite. En fait, ils continuaient à réceptionner sans faire référence aux commandes qu'ils avaient passées. Du coup, c'est un indicateur qu'on avait mis en place et qui a permis de vraiment mesurer l'adoption, parce qu'au bout d'un moment, les utilisateurs ont pris conscience aussi, alors, sur la base de cet indicateur, qu'il y avait un vrai intérêt, c'est vrai qu'il y avait un vrai intérêt à anticiper sa commande et à faire sa réception dessus. Voilà, ça peut être un indicateur qui peut être un bon révélateur de l'adoption d'un outil. Un autre axe de travail aussi, et on l'a évoqué précédemment, c'est quand on met en place un outil de SIHA, c'est pour souvent sous-tendre une politique de contrat cadre, un référencement fournisseur, et donc des articles en particulier qui sont négociés avec les fournisseurs. Et donc, l'adoption d'une solution et en termes de facilité de recherche conduit souvent à suivre le taux de déploiement des contrats cadres et d'application des contrats qui ont été chargés dans l'outil comme base de référence. Voilà, ça peut être un deuxième indicateur de bonne adoption de la solution aussi par les utilisateurs. Je ne sais pas si là-dessus, Aude, vous voulez compléter. Vous avez d'autres idées qui vous sont peut-être… Après, oui, l'adoption d'un outil achat, c'est aussi par l'évolution ou le suivi de tous les KPI de façon globale achat, à savoir effectivement l'amélioration des taux de couverture, le passage des commandes dans l'outil, en dehors. Et donc là, en l'occurrence, on parlait d'interface tout à l'heure. Nous, évidemment, on est interfacé avec notre ERP. On a aujourd'hui encore un fonctionnement en double SIHA. Et donc, moi, je suis bien évidemment l'adoption du coup du SIHA et UBAT en regardant le nombre de commandes passées dans IBAT versus le nombre de commandes passées dans notre ancien SI. Et l'objectif, c'est que la tendance est au profit de IBAT pour finalement faire en sorte que les commandes passées dans l'ancien outil disparaissent complètement. Et donc, ça va se faire progressivement. Après, tous les autres KPI sont des bons indicateurs de toute façon de l'adoption d'un nouvel outil achat. Quand on voit tous les KPI achat s'améliorer, de performance achat s'améliorer, ça veut dire que l'outil a bien fonctionné. Merci Aude. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lisa ? Oui, j'ai d'autres questions. Alors, sur IBAT plutôt, c'est un outil achat destiné à quelle activité ? Alors, c'est un outil achat qui est destiné à toutes les activités. Et effectivement, comme le disait Aude-Maury tout à l'heure, c'est un outil qui est tellement simple et intuitif que dès que vous avez besoin de déléguer la passation de la commande à un opérationnel, l'outil prend vraiment toute son ampleur et vient vraiment aider vos utilisateurs au quotidien, parce qu'effectivement, alors Bastien Dunaud le dit, vous le voyez sur cet écran, la formation d'un utilisateur, c'est 2h30 sur IBAT. Et encore, parce qu'on va passer du temps à faire de la conduite du changement, mais techniquement, former un utilisateur, c'est très rapide. Donc, c'est un outil qui est vraiment fait pour toutes les activités et il prend encore beaucoup plus de poids dès que ce ne sont pas que des acheteurs derrière un ordinateur qui passent la commande. Même si, effectivement, si vous avez un public d'acheteurs, le temps moyen pour passer une commande dans IBAT, c'est quelques secondes, c'est très rapide. Donc, même une équipe d'acheteurs derrière un ordinateur peut gagner énormément de temps. Et j'ai envie de dire du confort de travail parce que les écrans
sont aussi agréables, hein, vous les avez vus tout à l'heure, que ceux qu'on va utiliser dans notre vie quotidienne. Merci Mélanie. Une dernière question peut-être? Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Plus technique, combien de temps il faut pour charger un catalogue dans l'outil IBAT? Peut-être que je peux me tenter. C'est vrai que ça fait partie de notre quotidien dans l'équipe opération. En fait, on a une spécificité dans IBAT, c'est de donner la possibilité aux utilisateurs de directement charger des fichiers Excel. Et du coup, finalement, un utilisateur peut charger une grille de tarifs en respectant le format qui est défini, peut charger une grille de tarifs en quelques minutes. Voilà. Avec de l'habitude, eh bien, on peut charger un catalogue de 500 références. S'il a été préparé avant, bien sûr, l'action de chargement du catalogue ne prend que 2 à 3 minutes, puisqu'on donne la possibilité de travailler directement dans Excel. Voilà. C'est un point qu'on a mis en œuvre justement avec notre client témoin, avec les équipes de Aude-Maury, puisque les catalogues étant historiquement chargés dans un outil, dans votre outil historique, finalement, on a mis en place une mécanique qui permettait de l'exporter et le chargement pour les acheteurs se fait en quelques minutes, catalogue par catalogue. Merci Fabien. J'ai une autre question. La satisfaction de l'utilisateur approvisionneur n'est-elle pas liée aussi à la relation qu'il peut induire avec l'acheteur référent en cas d'un incident de réception? Que permet IBAT sur ce point? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans toute la technique de l'outil. L'outil s'adapte également très bien lorsque vous êtes dans une organisation où il y a un approvisionneur et un acheteur. Je vais donner cette précision avant de donner la main à Fabien qui va répondre précisément à la question. Mais le point de départ, c'est que déjà dans IBAT, il est possible de faire une demande d'achat qui va arriver potentiellement chez un approvisionneur, voire chez un acheteur en fonction des workflows de validation, qui permet du coup de passer d'un besoin à une commande officielle dans un process du coup très maîtrisé de commande d'achat. Ensuite également dans l'outil, donc il est possible de faire des réceptions et à cette étape-là, il y a des différentes interactions possibles. Fabien, je te laisse compléter du coup sur ce point-là. Oui, bah effectivement. En fait, on a notre spécificité, c'est qu'on a un module très interactif à la fois en interne sur l'utilisateur qui commande, celui qui reçoit, mais aussi avec le fournisseur. Et c'est souvent là qu'il peut y avoir des incidents de réception, avec la capacité aussi de pouvoir interagir avec le fournisseur sous forme de chat dans la solution de manière tracée, quand il y a des sujets de réception, ou bien avec l'acheteur référent. Voilà. Donc, effectivement, la boucle est bouclée à l'intérieur de la solution concernant les transactions que sont les commandes. Voilà. Et quand il y a un incident de réception, eh bien, ça peut être notifié